On dit que la connaissance de soi est la clé de toute transformation, mais personne ne vous a révélé où trouver les réponses qui comptent vraiment. Ce n'est pas un livre à lire superficiellement, c'est un voyage à vivre. Une œuvre écrite non pas avec des mots vides, mais avec des cicatrices, des répétitions, des blessures ouvertes et des vérités que peu osent faire face. Peut-être avez-vous également senti que quelque chose en vous agit comme un saboteur silencieux, ce qui en fait répéter des comportements que vous ne comprenez pas, réagissant comme si une version cachée de vous-même était en charge. Autant qu'il se bat pour aller de l'avant, il semble qu'une force invisible l'attire en arrière. Non, vous n'êtes pas brisé. Il n'est pas perdu. Il n'a vécu toute sa vie à la suite d'un script qu'il n'a pas écrit, un script enregistré dans son subconscient et caché dans les profondeurs de l'inconscient. Ce livre est la première étape pour le récupérer. Ici, vous ne trouverez pas de solution magique, mais les chemins internes que personne ne vous a jamais montrés. Ici, vous examinerez directement ce qui sape vos choix pendant des années et constaterez qu'il n'est pas en otage dans votre esprit lui-même, c'est votre héritier légitime. Et si vous décidez de continuer, sachez, une fois que vous voyez, il n'y aura aucun moyen de prétendre que vous n'avez pas vu. Bienvenue dans votre vraie carte, pas l'image de vous-même, mais ce que cela le règle vraiment. Chapitre 1, ce que vous ne voyez pas, vous contrôlez. L'illusion qui est en charge n'est que cela, une illusion. Chaque décision que vous croyez à prendre librement a été programmée dans votre esprit bien avant que vous ne soyez conscient de cela. Je me souviens de Roberto, un professeur de renommée de 58 ans à Sao Paulo. Après 3 décennies dédiées à l'enseignement, elle a été admirée pour son intelligence et ses méthodes innovantes. Lorsqu'il a reçu la proposition de diriger l'université, quelque chose qu'il a toujours voulu, une angoisse inexplicable l'a dominé. Insomnie, maux de tête intenses. Le jour de la présentation de votre plan sur les conseils, votre esprit s'est simplement écrasé. Il balbutia, confondait les notes et devait se retirer, manquant l'opportunité d'une vie. En séance, un souvenir a émergé enterré pendant plus de 50 ans. Son père, un travailleur qui avait à peine terminé ses études primaires, disait « Des gens comme nous ne sont pas nés pour envoyer, mais pour travailler dur et honnêtement. » Roberto, qui a idolâtré son père, intériorisa cette croyance comme une vérité absolue. Chaque fois qu'il était sur le point de jouer un rôle de leadership, une alarme intérieure tirait, sabotant ce qu'il voulait consciemment le plus. Ce que Freud s'est effondré à propos de l'inconscient reste aussi dérangeant aujourd'hui qu'à l'époque. Votre esprit conscient, cette voix que vous appelez « moi », ne représente que 5 à 10% de toute votre activité mentale. Le reste opère dans l'ombre, hors de portée de leur perception quotidienne, mais dictant leurs réactions, leurs choix et leurs émotions. Freud a différencié le préconcis, souvenirs et connaissances qui peuvent être sauvés avec des efforts, des impulsions inconscientes profondes, des traumatismes et des désirs réprimés qui résistent à la lumière. Jung est allé plus loin, décrivant l'inconscient collectif, un fichier d'archétypes partagé tout au long de l'humanité, l'ombre, le sage, l'enfant intérieur. Ces modèles se manifestent dans leurs rêves, leurs peurs et leurs réactions qui semblent sans logique. La neuroscience moderne confirme de manière étonnamment les découvertes. Des études montrent que votre cerveau prend des décisions jusqu'à 10 secondes avant de les être conscient. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas le libre arbitre, mais que la liberté est un processus beaucoup plus complexe que vous ne le pensez. Votre esprit conscient agit souvent comme un avocat qui justifie les choix déjà faits par l'inconscient, pas comme le juge que vous croyez être. Cela explique pourquoi, même avec des années d'expérience et de sagesse, vous répétez toujours des modèles douloureux. Pourquoi la promesse de s'entraîner dans quelques jours? Pourquoi, malgré les bonnes intentions, revient aux relations qui reproduisent la dynamique toxique de l'enfance? Pourquoi certaines critiques ou situations déclenchent-elles des réactions émotionnelles qui semblent exagérées? La réponse est dans 90 à 95% de votre esprit qui fonctionne en dehors de votre conscience. Comme Donna Maria me l'a dit, une femme d'affaires prospère de 67 ans, j'ai passé la vie à penser qu'elle était une femme forte, mais maintenant je vois que mes décisions les plus importantes ont été prises par les craintes d'une fille de 6 ans qui n'a jamais cessé de chercher l'amour d'un père éloigné. Joseph Murphy, dans ses études sur le pouvoir du subconscient, a montré que cette partie des l'esprit ne distingue pas le réel de l'imaginaire lorsque le fardeau émotionnel est intense. Des croyances comme « je ne suis pas assez », corrupte d'argent, ou
Les gens me trahissent toujours, agissent comme des programmes automatiques, créant un cercle vicieux que vous interprétez comme la réalité. Les souvenirs de sa jeunesse, ses années à Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte ou Rio dans les années 80 et 90 ne sont pas seulement des histoires du passé. Ce sont des scripts actifs qui influencent toujours leurs choix aujourd'hui. Ce commentaire cruel du professeur de mathématiques à 13 ans. La comparaison constante avec un frère aîné. La peur de l'instabilité économique qui a marqué les générations. Tout cela a laissé des marques sur son subconscient, façonnant sa vision du monde, ses réactions automatiques et même ses limites. Comme l'a expliqué le neuropsychologue brésilien, le Dr Almeida, votre cerveau construit des cartes neuronales basées sur les premières expériences, puis filtre la réalité à travers eux. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais comme vous. La pratique que je propose de commencer ce voyage est simple mais puissante. Dans les 3 prochains jours, portez un petit cahier. Chaque fois qu'il ressent une émotion intense, peur, colère, anxiété ou même joie inattendue, il s'arrêta un instant et l'écrit. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Quelles sensations physiques sont apparues? Une pensée automatique est-elle venue à l'esprit? N'essayez pas encore d'analyser ou de changer quoi que ce soit. Remarquez, comme celui qui allume une lumière dans un sous-sol sombre pendant des décennies. Ce que vous découvrirez peut vous surprendre, beaucoup de vos réactions les plus fortes on peut avoir avec le présent et tout avoir avec un passé qui n'a pas encore été résolu. Dès que nous devenons en otage à des schémas anciens, déclenchés par des situations actuelles qui, en surface, n'ont aucun rapport avec le passé. Cette conscience, aussi simple que révolutionnaire, est la première clé de la liberté intérieure. Comme Carl Jung l'avait mis en garde contre sa précision de coupe, jusqu'à ce que vous rendez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez la destination. Et ici réside une vérité libératrice, bien que nos premières expériences aient sculpté notre subconscient avec des mains de fer, les neurosciences modernes nous ont présenté une découverte encore plus puissante, la plasticité cérébrale. Son cerveau n'est pas une structure rigide, condamnée à répéter les mêmes circuits pour une vie. Il est malléable, capable de forger de nouvelles connexions neuronales au dernier soupir. Mais pour reprogrammer ces normes, vous devez d'abord les démêler dans leur origine. Comment cet esprit automatique, silencieux et implacable, dicte toujours vos choix, vos peurs et même vos rêves plus audacieux? C'est ce que nous allons explorer maintenant, dans ce 2e chapitre de la carte que nous commençons à rassembler. Chapitre 2, la genèse de votre esprit automatique. Chaque limite à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui a été installée sur votre psyché lorsque vous étiez trop petit pour vous défendre. Vous n'êtes pas ce que vous avez décidé d'être, mais ce que vous étiez conditionné à croire de vous-même. J'ai rencontré Donna Mercedes, une veuve péruvienne de 63 ans qui, seule, a élevé 5 enfants après la mort de son mari dans un accident minier. Sans éducation formelle, il a construit une petite entreprise alimentaire qui a payé le collège de tous les enfants. Mais quand, des décennies plus tard, il a finalement eu le temps et les ressources pour réaliser son rêve reporté, pour terminer ses études secondaires et peut-être entrer à l'université, un terrorisme inexplicable l'a paralysé. Chaque fois qu'il ouvrait les livres pour étudier, les nausées, les sueurs froides et un mal de tête insupportable l'ont forcé à abandonner. C'est comme une voix chuchotant, ce n'est pas pour vous. C'est fou. Il s'exposera au ridicule, a-t-il avoué, embarrassé. Dans nos conversations, elle a rappelé qu'à l'âge de 7 ans, disant à sa grand-mère qu'elle voulait être enseignante, il a entendu, des femmes comme nous ne sont pas nées dans les livres, mais à la cuisine et aux enfants. Une phrase dit sans mal, mais avec l'autorité d'une vérité absolue. 56 ans plus tard, cette peine a toujours dicté les limites de ce qu'elle croyait possible. Émile Coué, un pionnier français d'auto-souplus, a révélé quelque chose de fascinant. Entre 0 et 7 ans, notre cerveau fonctionne principalement dans les ondes θ, un état similaire à la transe hypnotique. Au cours de cette période, nous absorbons des informations sans filtre critique, comme une éponge qui ne distingue pas l'eau propre de l'eau sale. Les paroles des parents, des grands-parents, des enseignants et des figures d'autorité sont enregistrées dans notre subconscient avec la force des commandes de programmation. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas. Allez-y, acceptation absolue uniquement. Les mathématiques sont très difficiles. Dans notre famille, nous sommes en lettres, pas de chiffres. L'homme ne pleure pas. Une femme décente n'élève pas la voix.
L'argent n'est pas né sur un arbre. Vous devez travailler dur pour gagner votre vie. Étudier pour être quelqu'un dans la vie. Des phrases comme celle-ci, répétées avec l'autorité de ceux qui représentaient tout notre univers, sont devenues les fondements invisibles de notre esprit adulte. Jung a approfondi ce concept en expliquant comment, en réponse à ces programmes, nous avons développé un personnage, du masque latin théâtral, un poteau social adapté aux attentes de l'environnement. En même temps, nous réprimons dans l'ombre tout ce qui nous a fait croire que c'est inapproprié, honteux ou dangereux. Pour beaucoup d'entre nous qui ont grandi en Amérique latine dans les années 60, 70 ou 80, cette répression comprenait souvent une expression émotionnelle, de la sexualité, de l'ambition et même de la voix elle-même. Combien d'entre nous ont entendu « Ne soyez pas malodorants » alors que nous étions vraiment osés avoir une opinion différente? Le neuroscientifique mexicain Jacobo Grinberg Silverbaum a apporté une perspective révélatrice. Chaque expérience émotionnelle significative crée une norme neuronale de la norme de connexion cérébrale qui modifie définitivement notre perception et notre réponse au monde. Ces marques ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des filtres à travers lesquels nous interprétons toute la réalité ultérieure. Pensez à Donna Teresa, une femme d'affaires de Bogotana de 61 ans, propriétaire d'une fortune construite avec effort, mais vit toujours avec la peur constante de la rareté. Économise compulsivement, il fonctionne jusqu'à l'épuisement et ne permet jamais de profiter de ce qu'il a réalisé. Ses enfants adultes ne comprennent pas pourquoi, ayant tant, elle agit comme si elle était au bord de la ruine. La réponse est dans son enfance pendant la crise économique des années 1970 en Colombie, lorsque sa famille a tout perdu et a dû passer d'un quartier noble à la périphérie. Elle n'avait que 8 ans lorsqu'elle a entendu son père pour la première fois, « Nous avons tout perdu. Je ne sais pas si nous allons récupérer. » Ce moment traumatisant a créé une marque neuronale si profonde que, 50 ans et des millions de fois plus tard, son cerveau opère toujours à partir du programme de « pénurie et catastrophe imminente ». Joseph Murphy, dans ses études sur le pouvoir du subconscient, a expliqué que cette partie de l'esprit ne distingue pas le réel de l'imagination lorsqu'il y a un fardeau émotionnel intense. Pour le subconscient, une croyance implantée dans un moment de forte vulnérabilité, comme l'enfance ou le traumatisme, acquiert le statut de la réalité absolue. Une phrase comme « vous êtes maladroit »,« vous êtes timide »,« il n'y a aucun moyen pour les affaires » ou « dans notre famille, personne ne comprend de l'argent », a déclaré avec désinvolture, mais reçue par l'esprit d'un enfant dans un état de réceptivité totale, devient une prophétie autoréalisable. Ce premier programme explique pourquoi tant de latinos de plus de 45 ont encore des limites qui n'ont aucune raison d'exister. Nous avons grandi dans des sociétés hiérarchiques où l'enfant parle lorsque les poulets ont des dents, où le « respect » signifiait souvent le silence aveugle et l'obéissance, où remettre en question était la « malcréation » et l'aspiration au-delà de certaines limites était considérée comme superbe ou folie. Nos parents et grands-parents, avec tout l'amour du monde, nous ont transmis non seulement leurs valeurs, mais aussi leurs peurs non résolues, leur traumatisme déguisé en vérité et leurs limites de camouflage de la destination. Le cas de son Ramon, un charpentier de 72 ans de l'environnement de Guadalajara, illustre cela avec précision. Bien qu'il soit reconnu comme un véritable artiste du bois, il n'a jamais accepté d'étendre son petit ou de charger ce que valait son travail. C'est un humble métier, de ne pas enrichir, répéta-t-il son Ramon comme un mantra sacré, tandis que ses doigts calleux sculptaient des pièces qui valaient fortune dans les galeries d'art qu'il n'oserait jamais fréquenter. Lorsque l'enfant nouvellement formé a proposé de transformer son art en une entreprise d'exportation, la réaction a été une tempête d'indignation. Les gens disent que ambitieux me tourne ? Seulement en thérapie familiale, entre les larmes et les silences lourds, la vérité nue est-elle sortie. À 5 ans, son père lui avait enseigné la leçon la plus dangereuse de tous, les gens comme nous ne montaient pas dans la vie, son fils. Qui essaie, finit par briser ou seul. Cette phrase, plantée comme une graine de peur, s'est développée jusqu'à ce que cela a emprisonné son potentiel depuis près de 7 décennies. Et voici le cœur de la question, nous ne sommes pas seulement des héritiers des biens matériels, mais des cosmovisions qui s'entrelacent dans notre ADN culturel comme fils d'une toile invisible. Les anthropologues qui étudient l'âme latino-américaine, se chaudront des schémas indigènes, européens et africains d'identification du sang qui vont au-delà de l'individu. Ce sont des croyances collectives que nous respirons du berceau, El que mucho embarque, poco aprieta, la ambition rompe el saco, Dio puniga al superbe. Même l'idée que la souffrance est noble,
comme si la douleur était une monnaie d'échange pour le respect ou le salut, est tellement enracinée que beaucoup ne remettent même pas en question son origine. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ces vérités ne sont pas à vous? Que vous les avez absorbées comme une éponge, pas de filtre, sans choix, simplement parce que c'est l'air qui a respiré? Voici la clé de la libération, ce qui a été imposé peut être déconstruit. Ces croyances ne sont pas nées avec vous, ils ont été installés, comme des logiciels obsolètes qui s'exécutent en arrière-plan, consommant votre énergie sans vous en remarquer. Et tout comme un programme obsolète, ils peuvent, devraient, être mis à jour. Je propose un exercice radical d'autodécouverte, fouillez votre mémoire alors qu'un archéologue creuse des ruines. Prenez une limitation qui vous semble insurmontable, la peur de facturer votre travail, la honte de souhaiter plus, la culpabilité de vouloir être heureuse. Revenez maintenant dans le temps. Quelle est la première fois que vous vous sentiez comme ça? Était-il un 6 ans, écoutant sa mère chuchoter sur les Muchopédia, dans la veilla si vous quittez à un poco qui se tienne? Un adolescent, humilié à l'école pour avoir osé rêver fort? Écrivez chaque détail, les mots exacts, le ton de la voix, l'expression sur le visage de celui qui a dit, la sensation physique sur sa poitrine. Ne jugez pas, remarque, avec la même compassion avec laquelle vous regardez un enfant blessé. Parce que c'était vous, un être en formation, absorbant le monde sans défense. Cet acte de témoignage sans condamner, sans justifier, est la première étape de la désidentification du programme. Vous n'êtes pas vos peurs, vous les portez. Vous n'êtes pas vos limites, vous les avez appris. Et ce qui est appris peut être sans retenue. Mais méfiez-vous, lorsque vous pensez que vous avez cartographié tous vos liens visibles, préparez-vous à affronter le territoire le plus sombre et le plus puissant de l'ombre. Cette partie de vous qui a été enterrée vivante mais n'a jamais cessé de chuchoter dans l'ombre. Chapitre 3, l'ombre qui sabote en silence. Tout ce que vous avez nié en vous-même vous contrôle maintenant dans votre dos. Ce que vous rejetez sur les autres, c'est ce que vous ne pouvez pas supporter de voir en vous. Don Alfredo, le juge intouchable de Santiago do Chili, était un monument à la justice. Ses condamnations contre la corruption étaient si implacables que les collègues l'ont appelé « El Azote de los corrupts ». À la maison, cependant, une Bustia rugissante différente. Cela suffisait à sa fille dans la foi de remettre en question sa décision. « Papa, vous êtes si aussi dur avec vous ?» Pour une vague de fureur irrationnelle pour vous dominer. Les portes battent, la vaisselle a volé et la famille grinçait, perplexe devant cet homme qui, devant le tribunal, était l'incarnation du calme. Jusqu'à une retraite de montagne, la mémoire l'a frappé comme un éclair, son père, un colonel de Dictorat, des tortures justifiées avec la même phrase. Il a juré, je ne serai jamais comme lui et a tenu la promesse, à sa manière. Carl Jung a appelé cette région sombre, le sous-sol de la psyché où nous jouons tout ce que nous considérons comme inacceptable, la luxure, l'ambition, l'envie, la lâcheté, la joie excessive. Pour beaucoup d'entre nous, élevés dans des maisons où la fille ne se situe pas comme ça, l'homme ne pleure pas, qui rit fort et grossier, l'ombre est un véritable exil intérieur. Nous réprimons tellement la vie que notre propre énergie se retourne contre nous. Doña Luz Maria, le professeur uruguayen qui a consacré 40 ans à éduquer les autres, l'a découvert de la pire façon. À sa retraite, finalement libre de vivre pour lui-même, il a été pris par une anxiété paralysante. Je pense que je peux blâmer pour en avoir un calme, a-t-il avoué en larmes. Son ombre, alimentée par des décennies de primero los demás, a maintenant crié « Prenez soin de vous et d'un criminel ». Votre CO. RPO, fidèle à la programmation ancienne, a interprété l'autocarrière comme une menace. Jung était clair, ce que vous avez nié, vous responsabilisez. Chaque qualité que vous expulsez de vous-même prend vie, comme un fantôme qui hante vos choix. C'est pourquoi les moralistes les plus féroces tombent dans les mêmes péchés qu'ils condamnent, que nous critiquons dans les autres exactement ce que nous détestons le plus en nous, que nous répétons les modèles que nous avons juré ne répétons jamais. L'ombre ne disparaît pas. Elle la déguise. Ils deviennent des accidents, en colère inexplicable, en autosabotage, dans la maladie. Jusqu'à un jour, comme avec Don Alfredo et Doña Luz Maria, elle éclate suffisamment pour renverser la façade. La bonne nouvelle? L'ombre n'a que le pouvoir dans l'ombre. La première étape pour le maîtriser est d'arrêter de le projeter sur les autres et de commencer à le reconnaître en vous-même.
Lorsque vous cessez de juger l'ambition des autres, vous pouvez voir le vôtre. Lorsque vous cessez de condamner la faiblesse chez les autres, vous pouvez adopter votre vulnérabilité. Comme Jung l'a dit, jusqu'à ce que vous soyez conscient-inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez la destination. La question qui reste est, êtes-vous prêt à éclairer vos ombres? Parce que ce n'est que lorsqu'ils les regardent qu'ils ne sont plus leurs geôliers, et deviennent leurs alliés. Rien n'est plus révélateur que la façon dont nous projetons dans le monde extérieur ce que nous refusons pour nous-mêmes. C'est beaucoup plus à l'aise de voir les défauts des autres que de faire face aux poutres qui soutiennent nos propres illusions. La sagesse populaire a déjà averti, nous jugeons en d'autres ce que nous n'avons pas le courage de voir en nous. Et dans notre Amérique latine, la terre de contraste, où le colonialisme a sculpté des blessures profondes et une résistance culturelle a fait des identités complexes, l'ombre collective assume des contours encore plus clairs. Nous sommes héritiers d'une histoire qui nous a appris à nous méfier, comment glorifier l'étranger pendant que nous déplaçons l'autochton, à idolâtrer ce qui vient de l'extérieur et à avoir honte de ce qui jaillit de notre propre terre. Don Manuel, un homme d'affaires de 65 ans, a dirigé cette dynamique avec une honnêteté forte. J'ai passé des décennies à mourir mes cheveux blonds, fier quand ils m'ont confondu avec un Européen et embarrassé de mon nom de famille indigène. Aujourd'hui, je comprends que ce rejet n'était pas seulement la trahison de mes racines, c'était une guerre contre moi-même. Sa confession n'est pas isolée. C'est l'écho des générations qui a appris à associer la valeur à ce qui ne leur appartenait pas, dans l'internalisation de l'idée que leur propre essence était insuffisante. Les neurosciences, à leur tour, ont dévoilé le mécanisme derrière ce déni. Jacobo Greenberg Silverbund, un neuroscientifique mexicain, démontre que des parties de nous qui suppriment ne disparaissent pas, elles s'organisent dans des réseaux neuronaux autonomes, opérant dans l'ombre de la conscience. Quand quelque chose, une situation, une personne, un commentaire, déclenche ces circuits de sommeil, rompt les émotions disproportionnées, les réactions qui nous prennent par surprise, je ne me reconnais pas, j'ai perdu le contrôle, quelque chose en moi a juste explosé. Ces phrases, que nous avons tous déjà prononcées, sont le signe que l'ombre a pris la commande. Et c'est dans les relations les plus intimes qu'elle se révèle avec une plus grande force. Doña Carmela, une avocate vénézuélienne de 73 ans, veuve pour 5 ans, n'a pas compris la colère qu'elle ressentait pour sa fille de première-née, une femme dévouée et qui avait réussi qui n'avait jamais donné ses raisons de ressentiment. Rationnellement, je sais qu'elle est une fille exemplaire. Mais quelque chose en elle me fait chier profondément, a-t-il admis confus. Jusqu'à ce que, en thérapie, il découvre la vérité inconfortable, sa fille incarnait tout ce qu'elle avait sacrifié. La carrière internationale qu'il a abandonnée pour le mariage. La liberté qui a reporté par la maternité. L'indépendance qui a enterré sous le poids des attentes. Son ombre, sa partie qui rêvait au-delà des limites imposées, maintenant projetée à sa fille, transformant l'admiration en critique, amour en hostilité. Ce mécanisme de projection n'est pas un défaut, mais un phare. Cela illumine ce que nous nous refusons, surtout après l'âge de 45 ans, lorsque la vie nous appelle à un examen implacable. Jung l'a qualifié de crise d'âge moyen, mais c'est en fait un appel à l'intégrité. Dans la première moitié de la vie, nous avons construit un masque, l'ego adapté, poli et acceptable. Dans la seconde moitié, l'âme exige que nous sautions les parties en exil. Que nous intégrons non seulement ce que nous craignons, mais aussi ce que nous aimons en secret. Don Octavio, un jupe d'ingénieur. Hilada de Guadalajara, a résumé ce passage avec une métaphore touchante, j'ai passé 40 ans à décorer une scène avec des scénarios d'autres. Maintenant, dans les années restantes, j'apprends à improviser mes propres lignes. Sa confession révèle une vérité universelle, l'authenticité n'est pas un cadeau, mais une réussite. Et le prix de cette réalisation est de faire face à l'ombre. La récompense, cependant, est immense. Chaque aspect que nous cessons de réprimer la libération de l'énergie psychique à dépenser une fois dans le déni. L'ambition que nous avons cachée par peur de sembler égoïste. La sensibilité que nous avons versée pour ne pas être appelés faibles. La sexualité que nous avons fait taire afin de ne pas défier les normes. Tout cela, lorsqu'il est intégré, devient du carburant pour la créativité, une connexion authentique et une sagesse que seul l'âge mature peut offrir.
Pour les femmes latino-américaines créées dans les années 1950, 60 ou 70, l'ombre a souvent gardé des qualités telles que l'affirmation, l'ambition ou le plaisir sans attribut de culpabilité étiqueté comme inapproprié à leur rôle. Pour les hommes, l'ombre abritait la vulnérabilité, la tendresse, le droit de pleurer, tout ce que le latin ne pouvait montrer sans risque de rejet. Mais voici l'ironie, ce que nous condamnons le plus parmi les autres, c'est précisément ce dont nous avons le plus besoin de sauvetage en nous. L'exercice pour commencer ce voyage est simple mais révolutionnaire. Pendant une semaine, observez vos réactions émotionnelles intenses, cette irritation soudaine, cette envie inexplicable, cette admiration exagérée ou un rejet viscéral. Demandez-vous, qu'est-ce que cette personne me dérange autant? Dans quelle mesure cette qualité existe-t-elle également en moi, même si je l'ai niée? Ne jugez pas, notez simplement, avec la curiosité de ceux qui découvrent une carte oubliée de vous-même. Comme Donna Esperanza m'a appris, une campesine bolivienne de 84 ans, ce que vous détestez chez les autres, c'est le miroir de ce que vous ne voulez pas voir en vous. Et ce que vous admirez en eux, c'est ce que vous ne vous êtes pas permis d'être. Reconnaître cela est la première étape vers l'intégration. Un chemin qui, après 50 ans, n'est plus une option et devient une nécessité, non seulement pour la paix intérieure, mais pour la survie de l'âme elle-même. Mais l'ombre n'est pas le seul territoire inconscient qui façonne notre destin. Il y a une langue cachée, un code que le subconscient utilise pour communiquer avec nous, et, lorsqu'il est déchiffré, nous permet de reprogrammer les normes enracinées. Une langue qui ne s'exprime pas en mots, mais dans les émotions, les symboles et les répétitions. C'est cette langue secrète que nous explorerons ci-dessous. Chapitre 4, le code caché qui programme votre vie. Votre esprit profond ne raisonne pas. Il ne comprend pas les arguments logiques ni convaincu par les discours. Elle parle la langue des émotions, des rituels et des images, et c'est dans ce territoire que les scripts de leur existence sont écrits ou réécrivent. Donia Consuelo, un enseignant équatorien de 68 ans, a porté une peur irrationnelle d'être abandonné. Malgré 40 ans de mariage stable, toute insouciance de son mari, un retard, un regard distrait, a tiré une anxiété paralysante en elle. « Je sais que c'est absurde, cria-t-il. Mais c'est comme si une partie de moi attendait toujours le rejet. » Jusqu'à ce que, en thérapie, le souvenir que tout s'explique, à 3 ans, à la naissance de son frère, a été envoyé à la maison d'une Dota pendant que sa mère se remettait à l'hôpital. Pour l'enfant qu'il était, cette séparation n'était pas un incident, mais une phrase, « Maman est partie parce qu'elle ne m'aime plus ». Cette phrase, enregistrée dans son subconscient comme un commandement immuable, a continué à dicter ses réactions des décennies plus tard. Peu importe combien de fois la raison adulte lui a dit qu'il était illogique, le programme émotionnel s'est poursuivi intact. Parce que l'esprit profond n'est pas convaincu des faits. Il se transforme avec des expériences, et c'est exactement là que réside notre pouvoir. En remplaçant ce schéma par des déclarations positives chargées d'émotions, je suis en sécurité dans mes relations. Je mérite d'être aimée de manière cohérente, elle a remarqué quelque chose d'extraordinaire, l'anxiété chronique qui accompagnait ces décennies a commencé à se dissoudre, comme si les mots étaient des plaies anciennes à eau propre. Ce n'était pas magique, c'était la neuroplasticité en action. Chaque répétition nocturne, prononcée avec la conviction de ceux qui parlent directement à cette fille abandonnée en elle, réécrit progressivement les codes de son système émotionnel. Ce principe n'est pas nouveau. Depuis plus d'un siècle, Émile Coué, pharmacien français et pionnier. Celui de Otto Souplus, a démontré ce que de nombreux grands-parents d'Amérique latine savaient déjà par instinct, les mots que nous répétons ont le pouvoir de sculpter notre réalité. Sa célèbre phrase, « Chaque jour, à tous égards, je m'améliore de plus en plus », lorsqu'elle est répétée avec une émotion authentique quand il se réveille et se couchait, il a produit des résultats aussi étonnants chez ses patients que des médecins de toute l'Europe ont commencé à étudier leur méthode. Ce qui comptait, et que les neurosciences modernes confirment aujourd'hui, c'est que le subconscient ne fonctionne pas comme l'esprit rationnel. Bien qu'il analyse, les questions et nécessite des preuves, il opère pour 3 lois immuables. 1. Répétition. Quelle répétition sans relâche, le subconscient accepte comme vérité. Peu importe que ce soit rationnel ou non, si le message est cohérent, il devient une commande interne. 2. Émotion. Une idée chargée d'une sensation intense prévaut toujours sur la logique froide.
La peur de la rareté de Don Patricio ne provenait pas de feuilles de calcul financières, mais des paroles de son père, des mots qui, répétés avec une autorité émotionnelle, sont devenus une prophétie. 3. Cadeau continu. Pour le subconscient, il n'y a pas de passé ou d'avenir. Il n'y a que maintenant. Lorsque Don Alberto a dit « à mon âge, je ne le donne plus », son cerveau a interprété cela comme un ordre immédiat et a agi conformément, drainant son énergie et sa vitalité. Joseph Murphy, qui a approfondi ces mécanismes, a comparé le subconscient à un jardin fertile. Il cultivera toute graine que vous plantez, que ce soit la prospérité ou la ruine. Ne jugez pas, ne filtrez pas, exécutez simplement les programmes que vous recevez avec une précision chirurgicale. C'était comme ça avec Don Patricio, le comptable de Medellín. Les phrases de votre père, l'argent ne donne jamais. Des gens comme nous ne deviennent jamais riches, étaient des graines plantées sur un sol émotionnellement fertile. Même avec un diplôme et un salaire décent, son subconscient le gardait coincé dans un cycle de rareté, créant des accidents financiers chaque fois que sa situation s'améliorait. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à remplacer ses croyances par des déclarations telles que « money flow pour moi facilement » et que la responsabilité a changé. Pas par miracle, mais parce que, comme Murphy l'enseignait, le subconscient obéit à la loi de la substitution, une nouvelle croyance, répétée par émotion, remplace finalement l'ancienne. Soit dit en passant, cette connaissance n'est pas un privilège de la science occidentale. Les cultures traditionnelles d'Amérique latine ont toujours appris la puissance des mots. Des bénédictions des grands-parents au espiègle redouté, il y a une reconnaissance ancestrale que ce qui est parlé avec l'intensité, que ce soit une bénédiction ou une réalité de la tasse de malédiction. La psychologie moderne n'a dévoilé que les mécanismes derrière cette sabiduria. Notre cerveau traite environ 11 millions d'informations par seconde, mais l'esprit conscient ne peut gérer que 40 à 50 bits. Le reste, il est filtré par le subconscient, qui opère en fonction des normes établies, dont beaucoup enregistrées dans l'enfance ou les périodes de charge émotionnelle élevée. Greenberg et Silverbund, un neuropsychologue, est allé au-delà. Notre dialogue interne crée des champs neuronaux qui agissent comme des lentilles perceptuelles. Ces lentilles déterminent ce que nous voyons, et ce que nous ignorons, en réalité. Doña Mathilde, l'infirmière paraguayenne de 70 ans, vivait sur sa peau. Pendant 6 décennies, il s'est considéré comme laid et indésirable, malgré des caractéristiques parfaitement communes. L'origine ? À 9 heures, il a entendu un enseignant l'appeler « le pauvre Fena » lors d'une fête scolaire. Cette phrase, donnée par une figure d'autorité dans un moment de vulnérabilité, est devenue un filtre. Les compliments ont été rejetés comme penina, la critique, aussi petite, a été recueillie comme preuve de sa croyance. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à démanteler ce programme, remplacer « je suis laid » par « je mérite l'amour et le respect », et que son cerveau a remarqué des preuves qui étaient autrefois invisibles. La structure de nos phrases habituelles est, en fait, un script que nous dicte au subconscient. Des expressions telles que « la même chose m'arrive toujours ». Je ne suis jamais chanceux. C'est impossible pour moi. À mon âge, ça ne donne plus. Ce sont des ordres déguisés. Répétés avec émotion, ils deviennent une prophétie autoréalisable. Don Alberto, le marchand argentin de 76 ans, l'a découvert quand il a échangé « à mon âge », plus je, pour « à mon âge », j'ai la sagesse et l'expérience pour faire les choses à ma façon. Le résultat ? Son énergie, sa flexibilité et son enthousiasme pour la vie ont refait surface. Pas parce que Biolo vieillit. Gico a été annulé, mais parce que l'interprétation qu'il a donnée à cette phase, et donc son expérience subjective d'elle, a été transformée. Murphy a insisté, pour qu'une déclaration de reprogrammation fonctionne, elle doit répondre à 5 exigences. 1. Être dans le cadeau, pas « je vais m'améliorer », mais « je vais mieux maintenant ». 2. Soyez positif, pas « je ne suis pas malade », mais « ma santé est renforcée tous les jours ». 3. Pour être crédible, si la déclaration est trop loin de la réalité actuelle, le subconscient le rejetera. 4. Avoir une émotion authentique, répétez mécaniquement aucune utilisation, vous devez ressentir la vérité de ces mots. 5. Soyez précis, mais flexible dans comment définir le destin, pas le chemin. Le subconscient trouvera les formes. Ce que les neurosciences ajoutent à cette connaissance, c'est la preuve que la répétition cohérente des nouveaux modèles de pensée crée de nouvelles voies neuronales.
Autrement dit, chaque fois que vous remplacez une croyance limitante par une déclaration puissante, elle reconfigure littéralement votre cerveau. Au début, cela peut sembler forcé, voire artificiel. Mais au fil du temps, la nouvelle norme devient automatique et la réalité commence à s'aligner avec elle. Pas pour la magie, mais par conception. Parce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas prisonnier de votre passé, vous êtes l'architecte de votre subconscient. Et chaque grande construction commence par un seul mot. L'effort conscient est le prix des intrants. Au fil du temps, il se dissout naturellement, comment apprendre à faire du vélo ou à signer son nom. Mais ici, dans notre Amérique latine, où les mots portent non seulement du sens, mais aussi de la température, de la texture et de l'histoire, nous devons accorder une attention particulière aux détails qui s'échappent souvent, les diminutifs qui minimisent, les augmentations exagèrent, les expressions familières qui, répétées comme mantra, font une toile invisible autour de notre image de soi. Je suis vieux. Ah, ma petite tête ne peut plus le faire. J'ai un problème. Quel maladroit pour le mien. Des phrases apparemment inoffensives, parlées avec un sourire ou un soupir, mais cela laisse tomber la goutte, creuse des grooves dans l'esprit. Doña Gracila, une veuve de 67 ans de San Salvador, l'a découvert de la manière la plus révélatrice. Pendant des années, elle a joué comme pauvre veuve, un peu de plaisanterie, un peu sérieusement, comme s'il s'agissait d'un titre inévitable. Jusqu'au jour, elle a décidé d'échanger cette phrase contre une autre. Je suis une femme avec une nouvelle liberté de me réinventer. Rien n'a changé objectivement dans sa vie, la maison était toujours la même, le compte bancaire aussi, les enfants vivant loin. Mais quelque chose s'est transformé en son monde intérieur, et avec lui, les opportunités qui auparavant passaient inaperçues ont commencé à se révéler comme des portes entr'ouvertes. La pratique que je propose de commencer à maîtriser ce mécanisme n'est pas complexe, mais elle est profondément alchimique. Pendant 7 jours, en se réveillant et avant le coucher, lorsque l'esprit est plus perméable, répétez à lui-même une déclaration qui remet en question sa limitation la plus persistante. Pas une phrase vide, mais une déclaration crédible que votre système nerveux peut assimiler sans rejeter. Si vous vous attrapez dans les normes d'autocriticisme implacable, essayez, je me traite avec la même compassion que vous offririez un cher ami. Si l'anxiété pour le futur la paralyse, répétez, je fais confiance à ma capacité à naviguer dans ce que la vie me présente. Si le sentiment d'insuffisance persiste, je suis suffisant, tout comme je le suis aujourd'hui. Le secret, cependant, n'est pas seulement en mots, c'est dans l'émotion qui les accompagne. Fermez les yeux et ressentez ce que ce serait de vivre cette déclaration comme la vérité. Comment votre corps se développerait-il? Quelle légèreté ou force se produirait dans votre poitrine? Ce sentiment, pas la phrase lui-même, est le code que votre cran subconscient. Comme Donna Carmen m'a enseigné, une sage-femme de 81 ans des montagnes Oaxaca, avec des mains qui ont déjà apporté des centaines de vies au monde, les mots sont des graines, mijito. Si vous les plantez sans ressentir, ils se sont flétris. Un avertissement crucial, ce n'est pas une pensée magique. Les affirmations ne remplacent pas l'action, ni ne guérissent les blessures profondes par une passe magique. Ce sont des outils d'alignement, un moyen de garantir que votre système d'exploitation interne ne sabote pas les objectifs que vous prétendez souhaiter. Parce qu'il ne sert à rien de rêver abondamment si, à la fin, votre subconscient répète « Je ne le mérite pas » ou souhaite l'amour si une vieille voix murmure « Je serai trahi de neuve ». Mais il y a une couche encore plus profonde dans ce dialogue avec l'inconscient, une langue qui précède même les mots. Un code écrit non pas en lettres, mais en sensations, symptômes et souvenirs corporels. Un territoire où l'esprit et le corps parlent dans une langue primitive, aussi vieille que leur propre vie. C'est là que nous arrivons au chapitre 5, le corps n'oublie jamais ce que l'esprit ignore. Ce nœud dans la gorge qui apparaît chaque fois que vous évitez une conversation difficile. Les maux de dos qui empirent après les heures devant l'ordinateur, non par posture, mais par charge émotionnelle. Picoter dans les mains avant une présentation importante, comme si votre système nerveux se souvient de quelque chose que votre esprit refuse de faire face. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages. J'ai rencontré Doña Carmela dans un village d'Oaxaca, à 63 ans, avec un tremblement sur son homme à droite qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Les examens n'ont rien montré. L'anxiolytique n'a masqué que le symptôme.
Les guérisseurs locaux ont parlé du mal dojo ou de la peur. Jusqu'à ce que, un après-midi de thé au basilic, a-t-elle dit, entre les larmes contenues, qui ont enterré pendant des décennies, dans les derniers jours de la vie de son mari, consommé par une maladie dégénérative, il l'a attrapé par le bras droit, plaidant qu'il ne quitterait pas. Elle était paralysée, lui tenant la main en sortant, incapable de répondre à sa demande. L'esprit de Carmela avait effacé ce souvenir. Votre bras droit, non. Ce n'est pas un mystère. C'est la biologie. Le corps n'est pas seulement une enceinte qui porte sa conscience, c'est un fichier vivant, un disque dur où chaque expérience, en particulier celle non traitée, est enregistrée dans les tissus, les muscles et les organes. Freud a déjà documenté, dans ses études sur l'hystérie, comment les traumatismes réprimés ont été convertis en une vraie douleur physique. Ce qu'il a appelé la conversion, c'est le mécanisme par lequel une émotion mortelle trouve une évasion dans le corps lorsque l'esprit le nie le passage. Le neuropsychiatre Jacobo Greenberg, un pionnier mexicain dans la connexion du cerveau mental, a expliqué cela à travers le concept de réseau neuronal. Lorsque nous réprimons une expérience intense, nous ne l'effacons pas, nous le reconfigurons dans des modèles neuronaux déformés qui finissent par interférer avec les fonctions physiques. C'est pourquoi, après une dispute avec votre fils, celui dans lequel vous projetez les mêmes erreurs que vous avez commis et qu'ils ont fait tant de souffrance, que la migraine qu'aucun analgésique ne soulage. Ou pourquoi sa digestion se rebelle en passant par la rue de la maison où il a appris, enfant, que un bon enfant ne fait pas de bruit. Carl Jung est allé plus loin, il a parlé des complexes autonomes, des grappes de souvenirs, des émotions et des croyances réprimées qui viennent à leur propre vie dans l'inconscient. Lorsqu'il est activé, parfois par une odeur, une chanson, un look, déclencher des réponses automatiques du corps. C'est comme si chaque émotion non résolue créait un nœud dans son système nerveux. Et chaque fois que quelque chose joue ce nœud, même si vous ne savez pas pourquoi, le corps réagit. Maria Elena, une exécutive de 56 ans à Mexico, l'a découvert de la pire manière, un eczéma sévère dans ses mains, résistant à tout traitement, qui est venu juste après sa promotion au directeur général. Les dermatologues ont prescrit les onguents. Les examens n'ont montré aucune allergie. Jusqu'à ce que, en thérapie, elle se souvienne des mains de son père, un homme rigide qui l'a punie en les frappant avec un souverain chaque fois qu'elle manquait ses fonctions tout en répétant « Ses mains sont ennuyeuses. Vous n'aurez jamais nulle part. » L'eczéma n'était pas une maladie. C'était une guerre civile, d'une part, fierté de conquête, de l'autre, la croyance ancestrale qu'elle n'en était pas digne. Sa peau criait ce que son esprit refusait d'entendre. Le docteur Joseph Murphy, dans ses études sur le pouvoir du subconscient, a constaté que les maladies physiques répondent souvent aux conflits émotionnels non résolus. Pour le subconscient, il n'y a pas de différence entre un événement réel et une imagination très imaginée, donc une préoccupation chronique peut se manifester comme un exercice apparemment simple mais révolutionnaire. Au lieu de résister à la panique lorsqu'elle est apparue, Raphaël a commencé à l'observer comme un curieux scientifique examinant un phénomène naturel. Ah, voici encore, pensa-t-il, sentant son cœur s'accélérer et ses mains transpirent. Intéressant. Voyons ce qui se passe cette fois. Sans juger, sans se battre, je suis juste témoin. Dans quelques semaines, l'intensité des attaques a diminué non pas parce qu'il les a dominées à forcer, mais parce que, à la ne pas les nourrir avec résistance, ils ont perdu leur carburant émotionnel. Ce que Raphaël a trouvé, et ce que les neurosciences corroborent maintenant, c'est ce que nous observons sans jugement, nous perdons le pouvoir de nous contrôler. Ce principe n'est ni un nouvel âge ni un mysticisme, c'est la physique quantique appliquée à la psychologie. Le physicien David Bohm, le collaborateur d'Einstein, a montré que l'observateur influence le observé au niveau subatomique. Lorsque nous transférons cette idée à l'esprit, nous comprenons pourquoi une simple attention totale peut reconfigurer les modèles neuronaux. Votre cerveau n'est pas une machine statique, il s'agit d'un système dynamique qui réorganise en fonction de la concentration de votre conscience. Chaque fois que vous arrêtez de combattre une peur, une colère ou une douleur et la regardez avec curiosité, vous réécrivez littéralement les circuits qui vous soutiennent. Mais méfiez-vous, cela ne signifie pas la résignation. Il existe une différence épouvantable entre l'acceptation et la remise. Accepter, c'est reconnaître, ce modèle existe en moi, et maintenant je le comprendrai. Se rendre,
c'est dire, il n'y a rien à faire, je le suis et c'est tout. La première posture ouvre des portes, la seconde, vous enfermez dans une cellule. Voir le cas de Sofia, un avocat de 45 ans de Buenos Aires, qui pendant des années a considéré une personne froide pour sa difficulté à pleurer. Elle avait tout essayé, la thérapie, la méditation, même les séances de constellation familiale, mais des larmes simples ne sont pas venues. Jusqu'à ce que, dans une retraite du désert d'Atacama, un guide lui posait une question qui changeait tout. Et si votre incapacité à pleurer n'est pas un problème mais une sagesse? Sofia a cessé de forcer. Il a cessé de se blâmer. Et pour la première fois depuis des décennies, il a été permis de se sentir sèchement. 3 mois plus tard, lors d'un film qui a regardé seul, les larmes sont venues, non pas comme une victoire, mais comme une rivière qui trouve enfin son lit naturel. Cela nous amène à une vérité inconfortable. La vraie transformation ne commence pas lorsque vous décidez de changer, mais lorsque vous cessez d'être qui ne l'est pas. Son subconscient ne répond pas aux efforts herculéens, répond à la cohérence. Si vous passez la journée à vous répéter « je suis confiant » alors que votre corps secoue et que votre voix échoue, vous envoyez 2 signes contradictoires, et le subconscient, en tant que bon stratège, choisira toujours le plus authentique, le langage non verbal de votre corps. La clé n'est donc pas d'imposer une nouvelle identité, mais de dévoiler celle qui existe déjà sous les couches de peur et de conditionnement. Voici le travail avec des métaphores corporelles, une technique utilisée par les chamans andines et maintenant validée par des thérapies somatiques modernes. Votre corps parle de symboles, les maux de dos peuvent être le poids des responsabilités sans surveillance, raideur du cou, entêtement de ne pas voir une autre perspective, l'essoufflement, la peur de prendre de la place. Lorsque Manuel, le professeur de Séville, s'est rendu compte que sa mâchoire menait garantie l'ordre paternel « les hommes ne pleurent pas », il n'avait pas besoin de « guérir la tension », reconnaît simplement son origine pour que le corps seul commence à libérer ce qui n'avait plus besoin de transporter. C'est la puissance de l'acceptation radicale, ce n'est pas la fin du chemin, mais le portail. Lorsque vous cessez de combattre un modèle, il perd votre force oppressive et devient une carte. Leur douleur, leur peur et leur blocage ne sont pas des ennemis, ce sont des indices de ce que votre âme a essayé de vous dire pendant des années, mais que vous, distrait par la guerre interne, n'a pas entendu. Et c'est là que de nombreuses personnes trébuchent, confondez l'acceptation avec la passivité. Si j'accepte mon anxiété, je ne le surmonterai jamais, pense-t-il. Mais la vérité est l'inverse, seul ce qui est entièrement vu peut être transformé. Le neuroscientifique Antonio Damasio, dans ses études sur l'émotion et la prise de décision, a prouvé que le corps le savait avant l'esprit. Leurs viscères enregistrent les menaces et les opportunités d'une milliseconde avant que leur conscience ne les traite. Cela signifie que lorsque vous ressentez un sentiment ou une intuition, ce n'est pas magique, c'est votre système entérique nerveux, le deuxième cerveau dans l'intestin, et votre cœur, avec vos 40 000 neurones, envoyant des informations que votre esprit rationnel n'a pas encore décodées. Ignorer ces signes, c'est comme naviguer dans un bateau ne regardant que la carte et fermer les yeux vers la mer. Alors, comment appliquer cela dans la pratique? Commencez par 3 étapes. 1. Arrêtez d'interpréter, commencez à décrire. Au lieu de dire « je suis anxieux parce que je suis faible », essayez « je ressens une pression sur ma poitrine et un picotement dans mes mains. Mon corps est en alerte ». La description neutre rompt le cycle automatique. L'oursement et vous permet de voir le modèle au lieu d'être la norme. 2. Dialogue avec la sensation, pas contre elle. Mettez votre main sur la zone tendue et demandez « qu'est-ce que vous essayez de me protéger ? Quel message je n'ai pas entendu ? » Ne vous attendez pas à une réponse logique, parfois, il viendra comme une couleur, une mémoire ou une image. Le corps ne parle pas de mots, mais de sensations et de symboles. 3. Déplacez avec émotion, pas contre. Si vous vous sentez en colère, au lieu de le réprimer ou de l'exploser, essayez-le symboliquement l'expression « je pétris de papier », crie sur un oreiller, dansez jusqu'à ce qu'il s'épuise. Le mouvement physique complète le cycle émotionnel, ce que votre système nerveux a besoin pour refermer le fichier des expériences non transformées. Don Hector, le marchand de Guanajuato, n'a commencé à changer que lorsqu'il a compris que son explosivité n'était pas un défaut, mais une énergie mal dirigée. Au lieu de la combattre, elle l'a canalisée, elle a martelé Madère dans son atelier, coulant des marathons, chantant des ranches en plein poumon dans la voiture.
Il ne s'agissait pas de contrôler la colère, mais de lui donner un nouvel objectif. Aujourd'hui, à l'âge de 78 ans, ses petits-enfants le décrivent comme le grand-père le plus silencieux qui existe, non pas parce qu'il est devenu quelqu'un d'autre, mais parce que finalement, il n'est plus son propre bourreau. Cela nous amène à la question qui définit le chapitre suivant. Si la lutte interne ne fait que nourrir ce que nous voulons changer, comment réécrivez-nous nos normes sans tomber dans le piège de l'effort forcé? La réponse réside dans un principe que les alchimistes médiévaux appelaient « résoudre et coagula », se dissolvent pour restaurer. Et c'est exactement ce que nous explorerons ensuite, comment dissoudre les anciennes structures non martelées, mais avec l'eau lente et persistante de l'attention consciente. Parce que la vraie transformation n'est pas un acte de guerre, mais de la révélation. Il apprend à observer l'anxiété comme qui témoigne de la transformation du climat, il pleut de l'anxiété en moi. Ce simple changement de perspective, que Raphaël a connu pour la première fois au milieu d'une attaque, a révélé quelque chose de profond. L'anxiété n'a pas disparu, mais sa relation avec elle s'est transfigurée. Il n'était plus un homme étouffé par la peur, mais un observateur attentif à un phénomène de passage, comme des nuages qui traversent le ciel. Dans ce déplacement subtil de l'identité se trouvait le germe de sa libération. Freud avait déjà ressenti ce mécanisme en parlant pour rendre l'inconscient conscient, non pas pour l'annihiler, mais pour l'intégrer. Jung est allé plus loin, il a appelé son processus d'individuation pour accueillir les ombres rejetées, pas pour devenir parfait mais complet. La véritable alchimie intérieure commence par un geste paradoxal, l'acceptation radicale de ce qu'elle est, non pas comme une reddition, mais comme le seul sol fertile où quelque chose de nouveau peut naître. Comme Ortega Y Gasset l'a prévenu, je suis moi et ma situation, et si je ne rachèsis pas cette circonstance, ce qui comprend mes normes les plus inconfortables, je ne me rachais pas. Alors, comment réécrire les racines sans tomber dans le piège du combat interne? Commencez par un rituel quotidien de seulement 5 minutes, le temps minimum que les neurosciences indiquent pour que de nouvelles synapses se renforcent. Pendant 21 jours, pratiquez ce que j'appelle l'observation compatissante. Choisissez un schéma qui a essayé de changer sans succès, une émotion récurrente, l'impatience qui brûle les ponts, une habitude, les décisions de report jusqu'à ce que la vie décide pour vous, ou une croyance limitante, je suis trop vieux pour changer. Fermez les yeux. Respirez. Et invitez ce modèle à s'asseoir devant vous, comme un vieil ami qui arrive pour le thé. Ne l'expulsez pas. Demandez-vous, silencieusement. Quand êtes-vous venu à ma vie? Quel rôle avez-vous joué alors? Qu'est-ce que tu essaies de me protéger? Ne forcez pas les réponses. Laissez-les émerger comme une fumée d'un vieux feu, parfois comme une mémoire oubliée, parfois comme une intuition soudaine. C'est ainsi que Donia Soldad, une veuve de 68 ans à Veracruz, a constaté que son accumulation compulsive d'objets, qui avait transformé sa maison en un dédale de boîtes, était en fait une promesse faite au passé. Pendant la crise des années 80, quand il a tout perdu de temps en temps, il avait juré que ses enfants ne savaient plus jamais la pénurie. Son désordre était un autel érigé par peur. En reconnaissant cela, il pouvait dialoguer avec ce modèle non pas comme un ennemi, mais comme un allié obsolète. Je vous remercie pour votre intention de nous protéger. Mais aujourd'hui, nous vivons en abondance. Nous pouvons nous lâcher sans perdre. L'étape suivante est ce que Joseph Murphy a appelé impression. Émotionnel constructif. Il ne s'agit pas d'éliminer le modèle, qui ne ferait que générer une résistance mais pour lui offrir une évolution. Visualisez avec intensité ce que ce serait de répondre autrement, non pas par la force brute de la volonté, mais par la compréhension nouvellement découverte. Sentez les émotions de cette nouvelle réponse sur votre corps. Le subconscient n'obéit pas d'arguments logiques, il se déplace pour ce qui est vécu avec la netteté. Juan Pablo, un médecin à la retraite de 76 ans à Santiago de Chili, a passé des décennies comme le Salvador de la famille, jusqu'à ce que son corps commence à payer la facture. Au lieu d'essayer d'apprendre à dire non, ce qu'il avait toujours échoué, il s'est entraîné seul en fixant des limites. Il s'imaginait silencieux, prenant une profonde inspiration alors qu'elle refusait une demande avec bonté. N'a pas combattu votre besoin d'aider, elle lui a offert une nouvelle chaîne, où ses propres besoins avaient également une voix. Cette méthode explore ce que la psychologie appelle la loi de l'effet inversé, moins vous utilisez de force contre un modèle, moins il offre de résistance.
En tant que judoka qui utilise l'énergie de l'adversaire à votre avantage, vous commencez à collaborer avec votre subconscient, pour ne pas le combattre. Leslie Greenberg, neuroscientifique, explique, lorsque nous observons sans juger, nous activons le cortex préfrontal, qui module la réaction émotionnelle de l'amygdale. Nous ne supprimons pas l'émotion, qui serait une autre forme de guerre, mais redéfinissant notre relation avec elle. Le vrai changement n'est pas une foudre qui brise le ciel en deux. C'est comme la croissance d'un arbre, imperceptible de jour en jour, mais irréversible au fil du temps. Mercedes, une femme d'affaires de 59 ans à Bogota, m'a écrit après 3 mois de pratique. Je ne peux pas pointer le moment exact que j'ai changé, car il n'y en avait pas. J'ai seulement réalisé, un jour, que les défis financiers ne m'ont plus paralysé. L'observation était devenue une compréhension et une compréhension, une nouvelle façon d'être dans le monde. C'est le secret que les maîtres spirituels et les psychologues profonds ont toujours su, la transformation durable ne vient pas de guerre contre nous-mêmes, mais de comprendre pourquoi nous sommes comme nous. Ne pas nous forcer à être différents, mais à créer les conditions pour qu'une évolution naturelle s'épanouisse. Vous, qui êtes venu ici, avez déjà les outils pour commencer cette danse subtile avec votre inconscient. Ce n'est pas une bataille à surmonter, mais un dialogue à cultiver. Et tant qu'il progresse sur ce chemin d'observation compatissante et de transformation aimable, il est sur le point d'intégrer toutes les parties de cette carte intérieure. Dans le dernier chapitre, vous verrez comment ces découvertes s'entrelacent dans une opinion cohérente, un phare pour naviguer davantage de liberté à travers les territoires inexplorés de votre propre esprit. Première étape, en tant qu'observateur standard, identifiez les moments de la journée lorsque vous réagissez sur l'automatique, en particulier ceux qui ont laissé un goût amer ou semblent disproportionnés. Connectez ces réactions aux échos plus anciens. Don Guillermo, un homme d'affaires à la retraite de 75 ans à Séville, s'est rendu compte que son irritation exagérée avait été offerte d'aide dans le guichet automatique à cacher une peur cachée, le vieillissement et la perte d'autonomie. Deuxième étape, en tant qu'observateur de compassion, regardez tout cela sans jugement, avec la même tendreté qu'elle consacrerait à un enfant effrayé ou à un ami blessé. Ce n'est pas un exercice d'autocriticisme, mais de la connaissance de soi aimante. Reconnaissez que chaque norme, aussi dysfonctionnelle qu'elle puisse paraître, est née comme une tentative de protéger ou de s'adapter. Donia Consuelo, une veuve de 67 ans à Guadalajara, a pratiqué cette observation avec son contrôle excessif sur les enfants adultes. Au lieu de se blâmer, il s'est chuchoté. Ce modèle est né quand j'étais seule avec 3 jeunes enfants. C'était ma façon de les garder en sécurité dans les temps orageux. Ils ont atteint leur objectif et maintenant je peux remercier cette partie de moi, vous permettant de vous reposer. Cette pratique des 3 observateurs, le corps en tant que miroir, l'esprit en tant que décodeur et le cœur en tant que témoin compatissant, n'est pas seulement un exercice de nuit. Au fil du temps, vous remarquerez qu'ils agissent en temps réel, comme des phares silencieux illuminant leurs interactions quotidiennes. Imaginez, au milieu d'une discussion chauffée, votre corps tend les épaules, le premier observateur allume la lumière jaune, votre esprit reconnaît le modèle, voici la peur de ne pas être entendu, comme un enfant, le deuxième observateur non sans juger, et puis, comme un soupir intérieur, votre cœur murmure, vous n'avez pas à le répéter. Respirez. Choisir. Cet espace sacré entre le stimulus et la réponse, que Viktor Frankl a appelé le dernier des droits de l'homme, élargi à chaque pratique. C'est là que la magie se produit. Et donc, chers voyageurs, nous arrivons à ce qui semble être la fin de cette carte, mais c'est en fait juste le seuil d'une terre vaste et inexplorée. Ce n'est pas un adieu, mais un jusqu'à bientôt, car le vrai travail de l'autodécoloration ne se termine pas, il approfondit, gagne les couches, s'enrichit à chaque saison de la vie. N'oubliez pas, cette carte n'a pas été conçue pour que vous vous fuyiez, mais pour vous retrouver plus entier. Ne pas extraire des parties inconfortables de votre âme, mais pour tisser une tapisserie où même les ombres ont leur place, parce que même le fil plus sombre, lorsqu'il est bien entrelacé, crée des motifs de beauté inattendus. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée comme un dictateur interne, ni de flageller par des émotions inadéquates. L'invitation est de danser avec la vie d'une manière plus légère et plus présente, comme qui a appris les étapes de base et peut désormais improviser. Comme nous le rappelle le poète Antonio Machado, Walking, il n'y a aucun moyen, le chemin est quand il marche.
Son chemin intérieur est unique, une signature qu'aucun autre être humain ne peut reproduire. Cette carte que vous portez maintenant n'est qu'une boussole initiale, une invitation à l'aventure la plus audacieuse qui existera, le voyage vers le cœur de votre être authentique. Emportez-le avec vous les jours de brouillard lorsque les vieilles voix résonnent plus fort. Partagez-le avec qui aimez, sentant que ces mots peuvent être un phare pour une autre âme. Mais surtout, confiance, la sagesse que vous recherchez vous attardera déjà sur vous. Ce n'est pas dans les livres, ni dans les théories, pas même dans ces pages, bien qu'ils puissent indiquer le chemin. Elle vit dans le silence qui existe avant les pensées, dans l'immobilité qui persiste après les émotions. C'est cette voix douce, presque imperceptible qui a toujours su ce que vous aviez besoin d'entendre, mais qui a été noyée par le bruit du cerf, les peurs héritées et les identités empruntées. Maintenant, équipé de cette carte, vous pouvez l'entendre plus clairement. Cette voix ne crie pas, elle murmure. Ne nécessite pas, elle invite. Et lorsque vous apprenez à la reconnaître, vous constaterez qu'elle a toujours été attendue que vous cessiez de courir pour enfin écouter. Merci d'avoir marché avec moi ici. La carte est entre vos mains. Le reste est le vôtre. Chapitre 7, votre carte intérieure et le pouvoir de choisir. Les courants les plus résistants ne sont pas ceux imposés par le monde, mais ceux que nous acceptons de porter sans même nous rendre compte. À ce jour. Parce que maintenant, avec cette carte entre vos mains, chaque étape peut être un choix conscient, pas une réaction automatique, pas un script héréditaire, mais une réponse de vous, née du présent. J'ai rencontré Don Esteban dans un café mural jaune à Coyoacán, Mexico. Ses cheveux blancs comme la neige contrastant avec ses mains marquées par des décennies de travail, les mains qui avaient tourné des pages de livres, corrigé des salles de rédaction, mais lors de la prise de café cet après-midi, frissonnaient légèrement. Tout au long de ma vie, a-t-il avoué une voix calme qui a caché un volcan, je pensais que la peur de parler ce que je pensais faisait partie de moi, comme la couleur de mes yeux. Quelque chose avec lequel je suis né, avec lequel je mourrais. Il venait d'une lignée où les hommes avalent les mots avec fierté. Son père n'avait jamais parlé de crainte, le grand-père, encore moins. Don Esteban était un professeur de littérature, un homme qui a démantelé les vers d'Octavio Paz face à des auditoriums bondés, mais qui, dans l'intimité d'un dîner en famille, a senti sa gorge se fermer en exprimant une opinion personnelle. Jusqu'au jour où, en organisant le grenier de la maison familiale, il a trouvé un journal oublié de sa grand-mère maternelle. Parmi les recettes douces et les notes à temps, un passage l'a paralysé. Aujourd'hui, ils ont pris mon mari. Ils ont dit que c'était pour leur idée dangereuse. Ils voulaient juste que ses enfants aient l'école. Rentrez chez vous, mon amour. Nous avons besoin de vous. Le grand-père de Don Esteban avait été arrêté pendant la Révolution pour avoir osé penser différemment. Sur la banque de la page, avec des paroles tremblantes, la grand-mère a écrit « À partir d'aujourd'hui, dans cette maison, les idées sont gardées dans le cœur ». Don Esteban n'avait que 5 ans lorsqu'il a entendu sa mère répéter ces mots comme un mantra « Dans notre famille, notre fils, les idées sont pour nous-mêmes ». Un conseil né de la terreur, transmis comme amour, enregistré dans le subconscient comme loi. Cette histoire de Don Esteban, le vôtre, le mien, illustre le cœur de ce chemin que nous avons suivi ensemble. Nos réactions automatiques, nos peurs qui semblent irrationnelles, nos modèles qui se répètent comme des disques rayés, tout le monde a des racines. Des racines qui s'étendent à travers des expériences oubliées, des messages qui nous ont été transmis avant même que nous ne sachions comment parler. Des racines qui restent invisibles jusqu'à ce que nous allumions enfin la lanterne de la conscience et disons « Ah !» C'est pourquoi Carl Jung n'a pas fait trop quand il a écrit « Jusqu'à ce que la conscience inconsciente dirige sa vie et vous l'appellerez la destination ». Ce que nous pensons que les choix gratuits sont souvent des réponses préenregistrées dans le passé dont nous ne nous souvenons pas. Mais maintenant, vous avez une carte. Pas une de ces cartes statiques, mais une carte vivante, qui révèle non seulement les territoires connus de leur esprit conscient, mais aussi les forêts inexplorées du subconscient et des abysses océaniques de l'inconscient. Rappelez-vous quand, dans le premier chapitre, parlons-nous de la façon dont 95% de nos décisions sont prises avant la conscience ? Freud a comparé l'esprit à un iceberg, seule la pointe émerge à la surface, tandis que la masse géante, les désirs, les peurs, les souvenirs, restent submergés, régissant en silence. Maintenant,
vous comprenez pourquoi il agit parfois d'une manière que votre raison le répudie. Pourquoi cela répète des modèles qui savent qu'ils le détruisent. Parce que certains mots, certains yeux, vous déclenchent des réactions disproportionnées, comme si quelqu'un avait poussé un bouton caché. La docteure Elena Ramirez, une psychologue clinicienne de 64 ans et un programme qui impressionnerait quiconque, l'a vécu sur sa peau. Pendant des décennies, il a guidé les patients à travers son traumatisme avec une précision presque chirurgicale. Mais il y avait un mystère qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Pourquoi, chaque fois que son 40 ans a été lent à répondre à un message, a-t-elle été prise par une angoisse paralysante? C'était absurde, a-t-il admis, moi, qui a enseigné aux centaines de personnes comment faire face à l'anxiété, je me suis vu coller à cette panique d'enfance. Jusqu'à la journée, lors d'une séance d'auto-altitude, une image est née, elle, à l'âge de 7 ans, assise sur le trottoir, attendant que son père revienne de la boulangerie. Il est sorti pour acheter des cigarettes et n'est jamais revenu, a-t-il dit, sa voix embargo. Cette fille vit toujours sur moi. Et chaque fois que quelqu'un que j'aime prend le temps de répondre, elle crie, ne me laisse plus. Jacobo Grimbert, avec sa théorie syngique, allait au-delà, notre réalité n'est pas un fait objectif, mais une création continue de nos structures neurologiques. Ces structures, façonnées par des expériences passées, agissent comme des filtres, déterminant non seulement la façon dont nous interprétons le monde, mais ce que nous pouvons percevoir. Changer ces structures, par conséquent, n'est pas seulement penser positif, il s'agit de reprogrammer la matrice même par laquelle la réalité se révèle à vous. Joseph Murphy avait raison quand il a dit « Changez vos pensées et changez votre destin ». Mais maintenant, vous savez qu'il ne s'agit pas de passer des phrases de motivation dans le miroir. C'est